On entend souvent dire que l'État-providence, c'est le pilier de notre modèle social. Mais savez-vous que cet État-providence est aussi au cœur de nombreux débats? Né pour protéger les individus face aux aléas de la vie, comme la maladie, le chômage, la vieillesse, ce système incarne l'idée de solidarité collective où chacun cotise pour tous. Mais aujourd'hui, certains lui reprochent d'être trop coûteux, d'encourager l'assistanat, ou même d'être totalement dépassé dans un monde globalisé. Alors, comment est né l'État-providence? Pourquoi a-t-il été un tournant majeur dans l'histoire des solidarités? Et surtout, pourquoi est-il remis en question? Dans cette vidéo, on explore ensemble les fondements et les défis de ce modèle qui façonne nos vies au quotidien. C'est parti! L'idée d'un État qui protège ses citoyens face aux aléas de la vie émerge véritablement à la fin du XIXe siècle. En Allemagne, Otto von Bismarck, chancelier du Reich, pose les bases du tout premier modèle d'État-providence. Son système, lancé dans les années 1880, repose sur des assurances sociales obligatoires qui sont liées au travail. Son objectif, c'est d'offrir une protection contre les accidents, la maladie et la vieillesse. Mais attention, ce modèle bismarckien, comme on l'appelle, n'a pas pour but de réduire les inégalités, juste d'instaurer des mécanismes pour que les travailleurs puissent toujours être opérationnels. On dit que ce système est des 3 C. Il est conservateur car il vise à préserver les revenus du travail. Corporatiste car il est entièrement géré par les corps professionnels comme les syndicats, et continental car c'est en Europe continentale qu'il s'est implanté. En parallèle, la Troisième République française commence aussi à introduire des protections sociales. Une loi sur les accidents du travail est adoptée en 1898 et des systèmes d'assistance médicale gratuite voient le jour pour les plus démunis au début du XXe siècle. Mais ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que tout va basculer. En 1942, le Britannique William Beveridge propose un modèle d'État-providence qui va marquer l'histoire. Dans son célèbre rapport, le rapport Beveridge, il s'inspire des idées de Keynes, les idées keynésiennes, pour proposer une couverture sociale universelle qui serait financée par l'impôt. Ce modèle de Beveridge, on dit qu'il a 3 U, ça permet de mieux reconnaître ses spécificités. D'abord l'universalité, tout le monde doit y avoir droit. Ensuite l'uniformité, les prestations doivent être identiques pour tous. L'unicité, une seule administration qui gère le système. Ce modèle dit beveridgien inspire la plupart des pays occidentaux après la guerre. En France, le CNR, Conseil national de la résistance, s'empare de ces idées pour construire notre société plus solidaire. C'est ainsi qu'est créée en 1945 la sécurité sociale destinée, je cite, à débarrasser les travailleurs de l'incertitude du lendemain. La 4ème République gravera ce principe dans la Constitution de 1946, affirmant que tout individu a droit à une aide de la collectivité. Cet État-providence a pris des formes différentes selon les pays. On distingue généralement donc 3 grands modèles, comme on l'a vu. Ce modèle bismarckien, fondé sur les assurances sociales mais lié au travail. Ce modèle beveridgien, financé par l'impôt, qui vise une couverture universelle. Et enfin un 3e, dit social-démocrate, typique des pays nordiques qui cherchent à réduire les inégalités grâce à une forte redistribution des richesses par l'impôt lui aussi. En France, le modèle initialement bismarckien s'est progressivement élargi vers le modèle beveridgien. La sécurité sociale qui à l'origine protégeait uniquement les travailleurs couvre aujourd'hui tout le monde et quasiment tous les risques. Des dispositifs comme le minimum vieillesse, le RMI, la CMU montrent une extension continue des droits sociaux qui visent à protéger en fait l'ensemble de la population. Alors avec le temps, vous le savez, la France est devenue l'un des pays les plus protecteurs au monde. Aujourd'hui, la protection sociale, c'est 32% de notre PIB, le niveau le plus élevé d'Europe. Mais est-ce que c'est réellement une exception? Et pas tant que ça. Nos voisins comme l'Allemagne et l'Italie ne sont pas très loin de nous, avec autour de 30% eux aussi. Le coût de l'État-providence reste quand même un sujet de débat, mais son impact est indéniable, son impact positif bien sûr. Il a profondément transformé les sociétés, réduit les inégalités, offert une sécurité face aux imprévus. Pourtant, aujourd'hui, ce modèle est fortement remis en question à l'échelle internationale, et puis aussi dans le débat public à l'échelle nationale. Moi, c'est Géopold, professeur d'histoire au lycée, j'enseigne aussi en IEP et en classe préparatoire, et j'ai même écrit le bled de culture générale, le manuel de référence pour briller au concours de Sciences Po. Dès 1980, l'historien Pierre Rosanvallon écrivait La crise de l'État-providence. Selon lui, ce modèle traverse, depuis les années 80, une crise existentielle qui n'est pas seulement économique. Les systèmes de protection sociale sont nés après 1945 dans le contexte des 30 Glorieuses.
Mais aujourd'hui, avec le chômage de masse, elles sont mises en difficulté. Moins d'actifs pour cotiser, ça veut dire moins d'argent pour financer cette solidarité. Et puis à cela s'ajoute le vieillissement de la population. En France, le ratio entre actifs et retraités diminue année après année. Un instituteur, par exemple, partait à la retraite à 55 ans dans les années 80, alors qu'aujourd'hui, un professeur des écoles doit attendre 67 ans. Alors ce décalage reflète sans doute une adaptation nécessaire, mais il met en lumière les difficultés de financement du système. Rosanvallon parle d'une crise morale. Les mécanismes de solidarité sont devenus trop impersonnels, trop anonymes, trop administratifs, et ils affaiblissent finalement le lien social. On ne voit plus les visages, les hommes et les femmes derrière ces cotisations et derrière cette solidarité. Alors il faut dire aussi que sur un plan plus géopolitique, la fin de la guerre froide a marqué un tournant idéologique. Les libéraux classiques acceptaient l'État-providence dans un cadre limité, mais la montée du néolibéralisme dans les années 80, portée par des figures comme Margaret Thatcher et Ronald Reagan, a remis en cause l'idée même de solidarité organisée par l'État. Ce retour au marché, soutenu par des économistes comme Friedrich Hayek, critique l'intervention publique et prône un recentrage sur l'individu personnel et les acteurs privés. Ces idées se sont propagées dans le monde entier, bien au-delà des États-Unis, influençant des politiques en Europe et surtout en Amérique latine, nourrissant l'émergence de mouvements populistes qui prônent des solutions simplifiées à des problèmes complexes. À l'heure de la mondialisation, les défis sont encore plus complexes d'ailleurs. Malgré une croissance économique mondiale interrompue depuis 1945, les inégalités persistent, voire s'aggravent dans le monde. Selon la Banque mondiale, la moitié de la population mondiale vit avec moins de 5 $ par jour et 700 millions de personnes souffrent encore de sous-alimentation. Alors, dans ce contexte, la protection sociale, c'est en fait clairement un privilège des pays riches. Seul un quart de la population mondiale bénéficie d'un système complet de sécurité sociale. Ce contraste est flagrant avec l'idéal de solidarité universelle, qui est par exemple inscrit dans l'article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui proclame le droit de chacun à une sécurité sociale. Historiquement, la solidarité internationale s'est pensée dans le cadre du développement, de l'aide au développement, avec l'objectif d'améliorer durablement les conditions de vie grâce à des investissements dans la santé, l'éducation et les infrastructures. Les agences de l'ONU, les gouvernements, les programmes comme les objectifs du millénaire pour le développement ont incarné cet idéal. Mais depuis les années 90, une autre logique est en train d'émerger, c'est celle de l'humanitaire. Humanitaire contre développement. Ce modèle est porté par les ONG, organisations non gouvernementales, qui se concentrent sur les situations d'urgence, souvent en dehors des cadres étatiques. Si cette approche est efficace pour répondre à des crises immédiates, elle pose la question, la solidarité est-elle devenue un marché? En 2020, l'aide humanitaire représentait un secteur de 30 milliards de dollars, largement financé, il est vrai, par les États. Alors l'humanitaire, bien que vital, ne doit pas éclipser les enjeux de long terme portés par le développement. Les deux approches, loin d'être opposées, sont en fait totalement complémentaires pour penser la solidarité à l'échelle mondiale, comme le comprennent bien aujourd'hui les organisations non gouvernementales de l'humanitaire. Alors voilà, c'est fini. Avec mes 2 vidéos, tu as déjà une base solide pour réussir le concours des IEP. N'oublie pas de bien bosser aussi les questions sur le programme d'histoire de terminale, ce qui est en général le point faible des copies, et c'est là que vous vous plantez. J'ai préparé 2 vidéos pour t'aider, et si elles franchissent la barre des 2000 vues, j'en ferai sans doute d'autres pendant l'année. Je te donne rendez-vous très bientôt pour 2 dernières vidéos sur les solidarités. D'ici là, retrouve toutes mes vidéos dans ma playlist spéciale Sciences Po, et puis retrouve tous mes cours et toutes mes fiches dans mon livre Culture générale aux éditions Bled Hachette, qui prépare au concours commun des IEP. À bientôt!